Alors, notre quatrième et dernière table ronde est dédiée à l'emploi et à la formation. Pour ceux qui veulent bien rester encore pour ce dernier sujet, je pense qu'il fera une parfaite transition avec l'ensemble des éléments évoqués ce matin. L'emploi et la formation, on en a parlé en planification. Antoine Armand le considérait comme le nerf de la guerre pour parvenir à nos objectifs en 2050. On en a parlé dans la table ronde sur... Merci. On en a parlé dans la table ronde sur la planification. On se demandait tout à l'heure justement comment faire en sorte d'être en mesure à un moment d'affirmer le nombre d'emplois nécessaires, les qualifications nécessaires également. Et à ce stade, si vous avez eu quelques difficultés pour le faire les années précédentes, c'est aussi parce que la planification n'était pas claire. Cette planification et les emplois, elles ont également un lien par rapport aux différentes filières, parce qu'on ne peut pas penser les énergies marines en silo. Et quand Olivier Lenezat soulignait ce matin l'enjeu de non-concurrence entre la mobilisation des marins pour les parcs éoliens en mer et pour le secteur de la pêche, c'est bien un enjeu d'emploi et de planification. Et puis c'est bien évidemment un sujet pour l'industrie, et on vient d'en parler longuement et d'aborder d'ores et déjà ces questions de formation. En chiffres maintenant, le pacte éolien en mer prévoit la création et la mobilisation de 20 000 emplois en 2035 par la filière. Ça, c'est l'engagement qui a été pris par la filière l'année dernière. Vous l'avez vu avec les chiffres de l'Observatoire, nous sommes aujourd'hui à 7 500. Donc c'est presque une multiplication par 3 à opérer d'ici 2035. C'est une source de croissance importante qu'il faut organiser pour que cette disponibilité de la main-d'œuvre et les métiers en tension aujourd'hui sont nombreux ne soit pas un facteur limitant, mais bien au contraire une opportunité de développement économique sur nos territoires, en France et en Europe. Voilà pour le contexte général. Vous l'avez peut-être remarqué tout à l'heure dans la présentation des résultats de l'Observatoire, mais je vous le redis, les métiers en tension, c'est une réalité sur l'ensemble des secteurs économiques, en particulier sur les énergies marines renouvelables. 40% des entreprises, cette année, déclaraient des difficultés de recrutement. Ce chiffre était de 35% l'année dernière. Donc, les formations ont également augmenté, à la fois dans leur nombre et dans leur taux de remplissage. Pour autant, la moitié des entreprises répondantes considèrent que ces formations, aujourd'hui, restent encore insuffisantes. Donc, le chemin est à parcourir, il y a du travail. On va s'y atteler ensemble, et c'est pour ça qu'on dédie pour la première fois lors de ces différentes assises une table ronde pleinement dédiée à ce sujet de l'emploi et de la formation, et je suis très heureuse de l'animer. Pour commencer, on vous a préparé une petite vidéo pour illustrer en images et en témoignages ces métiers des énergies marines renouvelables. Donc vous reconnaîtrez les différents lieux qu'on a évoqués tout au long de la journée, plutôt ambiance bord de mer. Le CERF l'a réalisé avec Actu Environnement, et je vous propose de la découvrir ensemble maintenant. Depuis septembre 2022, les pales de 80 éoliennes tournent à plein régime sur la côte atlantique. Avec le premier parc éolien français situé au large de Saint-Nazaire, c'est une véritable filière industrielle qui a vu le jour. Et avec elle, un vivier d'emplois. Le secteur en tension cherche plus que jamais à recruter. Des métiers qui vont de la fabrication des pales et des nacelles à l'entretien du parc, comme ici à la base de maintenance du port de La Turballe. 7 h du matin, on largue les amarres, cap sur la sous-station électrique où sont raccordées les éoliennes. Donc là, on voit le navire arriver sur la sous-station électrique. Le bateau pousse sur ce qu'on appelle le boat landing, et donc il monte à l'échelle sécurisée jusqu'en haut. Aujourd'hui, ils vont faire de la maintenance électrique sur des équipements divers. En fait, ils ont toute une liste d'ordres de service, et ils vont les effectuer tout au long de la journée. C'est sûr qu'il faut avoir une bonne condition physique, ne pas avoir le mal de mer et pas avoir de vertige. Des professions qui demandent de ne pas avoir froid aux yeux, mais aussi de se tenir à jour sur tout un ensemble de connaissances techniques. L'élec, la méca, l'informatique, l'optique, l'hydraulique, enfin, il y a plein d'activités possibles et différentes. L'évolution technique, elle est très intéressante pour justement apprendre et encore évoluer dans le métier, quoi. On a maintenant des turbines qui sont de plus en plus grandes, plus puissantes, et dans le domaine technique, c'est vrai qu'il y a énormément de choses à apprendre. Pour les opérations de maintenance de la sous-station gérée par EDF Renouvelables, les électrotechniciens sont particulièrement recherchés, comme Olivier, technicien de maintenance qui a fait toute sa carrière dans le secteur. Je trempe dans l'éolien depuis 2007, en maintenance. Donc là, j'ai commencé sur l'onshore pendant 15 ans à peu près, et là, ça fait 2 ans que j'y suis sur le parc de Saint-Nazaire. Chaque jour, en fait, on ne fait jamais la même chose. Donc c'est impossible de s'ennuyer. C'est impossible de s'ennuyer. Toutes les trajectoires ne sont pas aussi directes.
Et les chemins qui mènent aux énergies renouvelables peuvent être pleins de rebondissements, comme celui d'Anthony, conducteur de ligne dans l'usine de production de nacelles de General Electric près du port de Saint-Nazaire. J'étais à mon compte en boulangerie pendant 17 ans. J'ai vendu ma boulangerie, je voulais changer complètement d'univers. Je voulais mes week-ends, mes jours fériés, voilà, tout simplement. Pour dénicher cette main-d'œuvre qui se fait rare, les recruteurs misent sur des méthodes d'embauche originales avec mise en situation concrète et CV banni des entretiens. Tout le monde a certaines capacités qui ne sont pas forcément décrites sur un CV en fait. Moi j'avais quand même toute ma partie gestion d'entreprise, j'avais un peu de management. Et sur un CV, vu que c'est la première étape qui passe, vous ne pouvez pas vous vendre, il faut déjà décrocher un entretien. Et l'occasion de décrocher un entretien, c'était ces fameux tests par simulation. Que ce soit chez General Electric ou Siemens Gamesa au Havre, de nombreux métiers sont accessibles avec n'importe quel parcours professionnel. Nous recrutons en permanence chez Siemens Gamesa sur tout type de métier, des opératrices et des opérateurs en fabrication de pales, finition de pales, nacelles. Les emplois qu'on recrute aujourd'hui, c'est forcément beaucoup d'opérateurs de production, des opérateurs mécaniciens, des opérateurs électriciens. Des superviseurs d'équipes de production. Mais aussi des fonctions support. Telles que la qualité et la maintenance. À noter aussi que tous nos postes peuvent être faits par des hommes et des femmes. 25% de femmes travaillent chez Siemens Gamesa au Havre. J'étais opératrice. Ensuite, j'ai évolué en tant que chef d'équipe. Je suis assez manuelle. J'aime la mécanique, le montage, l'assemblage. En fait, j'ai toujours travaillé un peu dans ce domaine. Et moi, ça me correspond tout à fait. Pour moi, c'est le métier de l'avenir. Donc, je suis fière de représenter un travail futur. L'essor des énergies marines renouvelables fait naître de nouvelles opportunités professionnelles porteuses de sens. Un atout à faire valoir pour augmenter l'attractivité de ces métiers au cœur des grands enjeux actuels. On voit beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui sont attirés par ces métiers parce que c'est à la fois les enjeux de changement climatique, de sécurisation du mix énergétique français, c'est aussi des retombées économiques locales. Donc il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut être attiré pour venir travailler dans les énergies renouvelables. Pour moi, c'est essentiel de travailler dans l'éolien aujourd'hui, puisque l'intérêt principal, c'est de trouver un sens à ce que je fais. Je fais un travail qui est utile, quoi. Voilà. Qui est utile pour moi à tout le monde, enfin, je l'espère. Et c'est pour ça, par rapport à un jeune qui voudrait débuter dans le métier, c'est plutôt encourageant de se dire qu'on travaille pour trouver des solutions pour tout le monde, quoi. Au-delà de s'inscrire pleinement dans la transition environnementale, la filière offshore porte avec elle un impact social positif pour les territoires. On demande aux entreprises de prendre des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, en formation, en insertion. C'est gagnant-gagnant, c'est permettre à ces hommes et à ces femmes de retrouver un emploi, mais c'est aussi, vous le savez, ici on est en pénurie d'emploi, on a du mal à recruter. Et ce sont des métiers qui n'existaient pas. Et donc, il a fallu, là aussi, former. Et donc, c'est, je crois, gagnant-gagnant. Moi, j'aime bien quand on arrive à mixiter développement économique, transition énergétique et sociale. L'horizon semble dégagé pour les énergies marines renouvelables. L'objectif ambitieux annoncé par le gouvernement d'implanter 50 parcs au large des côtes françaises devrait imposer l'éolien en mer comme une des énergies clés de la décarbonation, avec une demande de main-d'œuvre soutenue pour les années à venir. Alors, après cette belle introduction, je vous propose d'accueillir pour les échanges Jean-Philippe Casanova, délégué général d'Armateurs de France, Jean-Frédéric Charpentier, qui représente le master EEMR, et on en parlera tout à l'heure, Pierre-Jean Claus, qui est ambassadeur de l'Union européenne pour le pacte climat, Mathias Tavel, député de Loire-Atlantique, et François Lambert, qui est directeur de l'ENSM. Messieurs, je vous en prie. Il n'y a pas de plan de table, donc vous pouvez vous asseoir comme vous le souhaitez. Bienvenue. Alors, Mathias Tavel, vous êtes député de Loire-Atlantique. Je vous propose qu'on commence ensemble cette table ronde. Les emplois et les activités des énergies marines dans le département et la région sont nombreux et croissants. Vous avez dû voir l'évolution ces dernières années. On a retrouvé un certain nombre d'images dans la vidéo à l'instant. Est-ce que vous pourriez nous apporter votre témoignage sur la dynamique et la création d'emplois qui a été engagée par cette activité sur votre territoire ? Bonjour à toutes, bonjour à tous.
effectivement, il y a une première chose à dire, c'est que c'est une fierté. Une fierté pour le territoire de Saint-Nazaire, je crois que ça s'est vu dans le film juste avant, ça s'est entendu dans les interventions qu'il y a pu avoir, de pouvoir être le premier parc éolien en mer, mais au-delà de ça, d'avoir toute une série d'entreprises qui soit se sont créées, se sont implantées, ou se sont ouvertes sur ces énergies renouvelables. C'est des choses différentes. L'usine est forcément d'assemblage qui est à Montoire, maintenant General Electric, au départ Alstom, elle n'existait pas par la force des choses avant le parc. À l'inverse, une entreprise comme les Chantiers de l'Atlantique, elle est là depuis longtemps, on lui souhaite d'être là pendant encore très longtemps, mais ce n'est pas le cœur historique de cette entreprise que de faire des sous-stations électriques. Et pourtant, c'est un virage qu'ils ont commencé à prendre, qu'ils prennent de bonne façon, avec beaucoup de qualité, avec des succès de commercialisation, mais qui sont aussi une manière de préparer demain des sous-stations de beaucoup plus grand volume, de beaucoup plus grande taille, pour pouvoir combiner ce qui fait la force de ce chantier, c'est-à-dire la construction de très grands navires, et cette nouvelle compétence développée ces dernières années sur les sous-stations. Donc c'est vraiment tout ça qu'il faut voir, des activités nouvelles et une manière de faire évoluer des activités existantes. Et c'est d'autant plus important qu'on est, quand on est à Saint-Nazaire et dans l'estuaire de la Loire, dans un territoire qui, depuis 50 ans, est un territoire dédié aux énergies fossiles. Vous avez une raffinerie, vous avez une centrale à charbon, vous avez un terminal gazier. Et donc on sait bien que toutes ces activités-là ne vont pas pouvoir durer éternellement si on veut tenir les objectifs climatiques. Et c'est là qu'il faut être capable soit de faire évoluer les activités quand c'est possible, soit d'être capable de faire évoluer les personnes qui travaillent dans ces activités pour offrir bien la possibilité toujours d'avoir un emploi de qualité, digne, stable, bien payé, parce que c'est aussi un des facteurs d'attractivité. Très bien. On en a parlé légèrement dans la table ronde précédente. Le projet de loi Industrie verte est aujourd'hui en discussion au Sénat. Il arrivera prochainement à l'Assemblée. Quand on dit industrie verte, généralement, la filière des énergies marines se reconnaît de par son côté vert et son côté industriel qu'on a évoqué largement. Aujourd'hui, dans les dispositions préparatoires au projet de loi, le sujet des compétences et de besoins de formation dans l'industrie en général a été largement abordé. Pour autant, dans le projet de texte tel qu'il est aujourd'hui, on ne semble pas forcément retrouver un certain nombre de dispositions en ce qui concerne ce volet emploi, formation et contenu local, disons-le. Est-ce que les choses pourraient évoluer? Quelles dispositions pourrait-on espérer intégrer? Oui, c'est une déception que tout le volet formation, sur lequel il y avait eu un travail préparatoire, qui est absolument indispensable quand on veut parler de l'industrie verte, qu'on veuille parler d'ailleurs de l'industrie de la transition ou de la transition de l'industrie existante. On ne retrouve rien sur ce volet dans le projet de loi. Et donc c'est une double déception. D'abord parce que ça veut dire que le débat ne peut que essayer d'arriver par la fenêtre alors qu'on a besoin vraiment de s'y mettre tous et sérieusement. Et en plus, compte tenu des règles du débat parlementaire, ça va considérablement limiter la possibilité pour les députés, même ceux qui auraient envie de porter ce sujet-là, de porter des amendements sur ces questions-là, puisqu'il n'y aura pas de rapport avec le texte, et donc ils seront déclarés irrecevables, comme on dit. Donc, en tout cas, nous, on souhaite que ce volet de formation au métier de la transition écologique, mais plus globalement à l'ensemble des métiers dont on va avoir besoin pour ces industries, soit abordé. Parce qu'on parle évidemment de métiers parfois très simples, au sens... dans l'histoire de l'industrie, des soudeurs, des chaudronniers, des charpentiers fer ou des charpentiers sur d'autres types de métaux. Et on parle évidemment après de techniciens de maintenance dédiés à l'offshore, d'ingénieurs, etc. Mais c'est bien toute cette chaîne-là qu'il faut être capable de construire. Ce n'est pas seulement des métiers d'ingénieurs dont on a besoin. On en a besoin, et il y en a besoin de beaucoup plus, mais on aura besoin de marins à bord des navires. On aura besoin de construire des navires pour aller installer ou maintenir ces champs, etc. Donc c'est vraiment toute une stratégie de création d'emplois et de création de formation qui aujourd'hui là bute sur une décision que franchement on a un peu de mal à expliquer. Très bien, oui, vous avez raison sur la diversité des métiers en tension et des métiers nécessaires au développement des énergies marines renouvelables. On l'a vu dans le rapport de l'Observatoire des énergies de la mer de 2023, sont très divers. Je crois qu'en premier lieu, en termes de manque, on retrouve d'abord les ingénieurs, mais très vite après les techniciens, les électriciens, les marins, très vite aussi. Et on a à la fois une partie d'emplois, mais si j'ose dire, ça reste une petite partie d'emplois qui sont vraiment spécifiques
aux énergies marines renouvelables, et le reste, ça reste des métiers industriels qui sont d'ores et déjà en tension, même avant le développement des énergies marines, et qui, quelque part, dans le développement, ajoute une tension supplémentaire par rapport à ce vivier déjà compliqué. Donc c'est en effet un sujet plus global. On espère quand même que les débats parlementaires et les différentes propositions permettront d'élargir ces enjeux. On va tout faire pour. Si on passe maintenant à l'échelle européenne, donc Pierre-Jean-Claude, vous êtes ambassadeur du Pacte vert à l'échelle européenne, donc notamment rattaché à la Commission européenne. Le Pacte vert, ça a été un temps très fort lorsqu'il a été publié. Nous, on le connaît bien de par sa stratégie offshore qui lui est adossée, qui a fixé les objectifs de développement à l'échelle européenne de 60 gigawatts en 2030 et 300 en 2050. En termes d'emploi, l'éolien en mer représente aujourd'hui environ 77 000 emplois en Europe. L'association Wind Europe, sur la base de cette trajectoire, estime que c'est un doublement d'emplois qui est nécessaire à horizon 2030. Donc ça, c'est ce qu'on connaît. Ça donne un peu la tendance de la croissance à venir. Ce qu'on connaît peut-être un petit peu moins, c'est dans ce Green Deal, toutes les dispositions qui peuvent être liées à la formation, à la reconversion, à l'accompagnement industriel pour une transition juste, créatrice d'emplois verts et de qualité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Je vous remercie pour l'invitation. Et c'est vrai que là, j'ai une doctrine qui est assez forte dans la manière par laquelle je raisonne, quand je pense aux enjeux maritimes, quand je pense aux enjeux de formation également, c'est que quand on a le pacte vert, on ne peut pas faire du vert sans le bleu. C'est une bonne métaphore à mon humble avis, parce que on est dans une phase justement de transition, dans une phase de transition écologique, transition énergétique, où il y a une vraie nécessité de changer de méthode à toutes les échelles sur la chaîne de production. Et donc là, si je peux me permettre une petite anecdote personnelle, dans ma famille, mon père, on vient d'une famille d'ouvriers automobiles dans le Doubs. Il est devenu marin. Et donc, si vous voulez, cet enjeu justement de la formation, il l'a déjà eu il y a quelques années de ça. Parce que bon, je suis assez jeune, mais bon, c'était quand même il y a quelques années pour lui. Et donc, là, sur en tout cas tous les enjeux de formation, l'Europe fait beaucoup. Elle fait beaucoup, notamment, on pense à Erasmus, qui est en fait très connu, qui a donné comme surnom une génération. Mais surtout, il y a beaucoup de choses liées à la formation aux enjeux maritimes qui sont issues de bonnes pratiques nationales. En France, on a par exemple, quand on a le brevet d'initiation à la mer, on a le BIMER, ça a inspiré des bonnes pratiques dans d'autres pays de l'Union européenne. Et ça a permis, en réalité, de créer une initiation aux enjeux et de travailler en amont, avant l'entrée de personnes sur le monde du travail, et de voir justement des jeunes qui en fait ne s'intéressaient pas, qui ne connaissaient pas forcément les enjeux du maritime, qui ont pu les découvrir, parfois par des programmes, des échanges, des opportunités qui ont pu être fournies par l'Europe, par le cadre européen. Et donc justement, c'est aussi cette volonté aujourd'hui de montrer, comme a pu le faire mon collègue de la DG Growth tout à l'heure, la Commission européenne, même si c'est une instance régulatrice, normative, ce n'est pas que ça, il y a aussi des visages derrière, il y a des propositions de politique publique, et il y a aussi un travail d'écoute qui est très fort. C'est pour ça que là, par exemple, dans une autre institution européenne, le Comité économique et social européen, eh bien, on a lancé des travaux, justement, pour que chacun puisse tailler sa pierre et pour que chacun, justement, travaille sur les enjeux maritimes. Et donc, c'est pour ça, en octobre, qu'il y a une restitution de la part du Conseil économique et social européen sur le maritime pour aboutir à éventuellement ce qui pourrait être un Blue Deal au niveau européen, éventuellement début 2024 pour que ça puisse commencer le processus avec une remise justement à chaque institution en octobre 2023. Et donc l'idée, c'est de dire, quand il y a des bonnes pratiques, quand il y a des bonnes idées, eh bien, justement, il faut les faire remonter. Et c'est vrai que parfois, on a du mal à identifier des points de contact. Ça, c'est certain. Les institutions européennes sont assez complexes à ce niveau. Mais dès qu'on peut identifier des points de contact, que ce soit par des organisations représentatives ou par, justement, des personnalités qualifiées dans leur domaine, eh bien, il faut foncer et il faut participer à l'élaboration de ces politiques. Et tant que faire se peut, fournir cette ambition
notamment sur les politiques de formation, pour permettre de former les talents de demain. En fait, la création d'emplois dépend aussi finalement de l'activité qu'on va pouvoir avoir en France et en Europe. On a vu qu'on était un petit peu à un tournant, à un moment charnière. Ça a été exposé sur la table ronde précédente, Green Deal, Blue Deal. Comment est-ce qu'on peut essayer aussi d'avoir cette vision qui permette de maximiser les retombées économiques sur notre territoire face à une concurrence internationale toujours plus forte, parce que le fait de pouvoir réaliser ces installations sur notre sol avec nos compétences et nos emplois, c'est aussi un facteur de souveraineté européen. Et en effet, moi je suis totalement en phase avec cette phrase et je suis aussi totalement en phase avec une autre chose qui est qu'il y a un vrai travail de pédagogie à faire. Je n'emploie pas le mot pédagogie dans le sens où l'on peut parfois l'entendre sur les plateaux télé, où c'est quelque chose voilà, d'assez rébarbatif, où c'est un travail assez complexe à faire. Effectivement, c'est complexe, mais c'est un travail nécessaire pour que justement chacun soit conscient des différents enjeux qui existent. Et donc, je suis vraiment un très, très ardent défenseur de l'échelle locale et de l'échelon local dans les politiques européennes pour essayer d'écouter les territoires le mieux possible et ainsi d'avoir des politiques qui sont adaptées. Et quand on veut avoir des politiques adaptées, notamment sur la formation, eh bien c'est ce qu'il faut faire. Il faut aller sur le terrain. On a notamment des centres Europe Direct qui sont aussi là pour faire remonter des choses à la Commission européenne et aux institutions. Eh bien, ça peut très bien être une piste qui est intéressante pour explorer cela, justement. Est-ce que la Commission européenne, est-ce que la DG Climat pourrait faire quelque chose par ce biais-là et lancer un travail dans le cadre de ces approches préparatoires d'un possible paquet sur le maritime en 2023 ou 2024, peut-être qu'il y aurait justement quelque chose à faire à l'échelon local pour essayer de collecter, que ce soit par les centres Europe Direct, par les fédérations professionnelles, pour avoir des retours vraiment concrets sur quelles sont les bonnes pratiques du local que l'on peut mettre en place après à l'échelle européenne. Et voilà, c'est un petit peu un appel que je fais maintenant. Si vous avez des bonnes idées, n'hésitez pas. Que ce soit justement, donc oui, sur les énergies maritimes renouvelables, c'est essentiel. C'est un enjeu qui va rester. Ce n'est pas un enjeu justement que l'on va évoquer aujourd'hui et qui va partir demain. C'est un enjeu qui va rester sur les prochaines années, sur les prochaines décennies. Et vu qu'il faut le traiter, autant le traiter avec précision, avec tous les acteurs et toutes les bonnes volontés. C'est vrai, les énergies marines, c'est une filière de long terme. Je pense que tout le monde ici le sait bien. L'avantage, c'est que ça donne le temps de construire des choses. Et en parlant de long terme et de précurseurs, je pense que Jean-Frédéric Charpentier en connaît quelque chose. Vous êtes coordinateur du master EEMR, donc expert en énergie marine renouvelable pour l'école navale, un master qui a été mis en place en 2010, donc ça fait en effet un certain temps, avec une volonté et une genèse assez intéressante qui était de dire on va former en Bretagne, si je ne me trompe pas, donc en France et localement, les ingénieurs qui vont ensuite concevoir, exploiter, développer, construire ces infrastructures d'énergie marine dont la Bretagne est riche en tout cas en termes de ressources. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le fonctionnement et la vocation de ce master ? Tout d'abord, je précise que le mot expert s'applique au master et non à moi, je précise clairement. Alors en effet, on peut dire qu'on a été précurseur, mais surtout que les politiques et le tissu socio-économique en fait, ont été visionnaires, puisqu'en fait en 2008, c'est une commande d'une certaine manière moi, je me rappelle très bien de ce moment où on a rassemblé les acteurs académiques de la Pointe-Bretagne et on a dit il faut que vous fassiez une formation pour ce secteur qui va émerger dans quelques années. Et donc, on a mis en place ce master spécialisé énergie marine renouvelable. Alors, c'est un bac plus 6. Alors, un bac plus 6, ça veut dire qu'on prend déjà en général des bac plus 5, donc des ingénieurs ou des masters classiques déjà formés, et on va leur donner finalement cette connaissance des énergies marines. Alors, ça a été une réponse de l'ensemble pratiquement des partenaires académiques et industriels de la Pointe-Bretagne, qui concentrent un très grand nombre d'acteurs au niveau de la mer. On dit qu'à peu près la moitié de la recherche sur maritime est concentrée sur la Pointe-Bretagne. Et donc cette réponse, c'est une réponse qui est très... Il y a à peu près 80 intervenants, pour vous donner une idée, sur 500 heures enseignées. Donc ça veut dire qu'on va faire venir des gens pour quelques heures, ou des fois des gens pour des cours beaucoup plus longs. Mais on va couvrir, peut-être qu'on peut changer le slide, je ne sais pas si c'est possible. On va couvrir un domaine très très large en fait.
Donc avec des promotions qui sont toutes petites, parce que c'est vraiment quelque chose qui est assez familial au sens de la formation. Donc on va couvrir un domaine extrêmement large. Alors l'essentiel, c'est quand même de l'ingénierie, mais on a également tout ce qui est finalement environnement, société et connaissance des ressources. Donc avec des promotions de l'ordre de la dizaine par an, on tourne aux alentours entre 10 et 15 par an. Donc on a à peu près diplômé 150 étudiants jusqu'à maintenant, depuis 2010. Et donc avec des parcours relativement divers. Et donc un plein emploi, mais qui se confirme. On a quasiment tout le monde qui est embauché dès la sortie. Donc c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Alors ça reste des petits flux quand même, hein, mais ce qu'on cherche à former, c'est ce qu'on appelle les ingénieurs en forme de T. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous dans l'assistance, hein, ce qu'on appelle en anglais le T-shape engineer, c'est-à-dire vous prenez quelqu'un qui a une formation initiale, et on va le retrouver, je pense, également dans les formations non ingénieurs, c'est-à-dire quelqu'un qui a une formation initiale, par exemple, je ne sais pas, il est ingénieur en mécanique. Et on va essayer de lui donner la connaissance qui va lui permettre de travailler de manière connexe avec les différentes disciplines. Donc le T, c'est la barre horizontale, la barre verticale, donc c'est sa spécialité, là où il est très fort. Et puis il va être capable finalement de comprendre, par exemple, la législation maritime de manière à faire quelque chose d'intelligent avec ses collègues en collaboration. Donc c'est un petit peu ça qui est l'âme de ce master, ce côté pluridisciplinaire et ce côté, si j'ose dire, en forme de T. Bien que le T n'apparaisse pas dans EMR, mais on aurait pu mettre EMRT peut-être, je ne sais pas. Pour la transition peut-être. Et donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. Alors si on regarde l'évolution de ce master, on voit qu'on a une évolution où, tout d'abord, je voulais parler du nombre de femmes aussi dans ce master, qui est non négligeable. On est à peu près un petit peu plus d'un tiers de diplômées féminines. Donc dans un domaine d'ingénierie, ce n'est pas si mal. On aimerait en avoir plus, évidemment. On a eu des promotions avec plus de 60% de femmes, hein, donc c'était pas mal. Enfin, à mon avis, hein, chacun son avis, mais c'était pas mal. Et donc, je pense qu'il y a une implication des femmes sur ce type de sujet qui est presque naturelle de par l'implication vers la transition énergétique, vers l'avenir de la planète, et qui ne demande qu'à être renforcée, en fait, hein, à ce niveau-là. Et puis également, mais de plus en plus d'étrangers. Actuellement, on voit de plus en plus d'étrangers, mais dans le master. Et je pense que probablement l'avenir, ça serait d'aller vers une formation de ce type européenne. Et on réfléchit avec des collègues, par exemple, des pays du nord de l'Europe, par exemple, essayer de monter un projet Erasmus+, ou quelque chose comme ça. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire d'autre. Qu'est-ce que j'avais noté quelque chose d'autre? Très clair, on était à la recherche de propositions, en voici déjà une. Merci. Est-ce que vous avez observé d'autres changements? Vous parliez de l'évolution peut-être de la part féminine et aussi du nombre d'étudiants étrangers dans le cursus. Comment est-ce que vous avez pu, depuis ces 13 dernières années, être amené à peut-être faire évoluer vos programmes de formation dans la mesure où en 2010, on était sur une filière assez émergente et qui maintenant devient de plus en plus opérationnelle? C'est sûr que d'année en année, on a un conseil de perfectionnement dans lequel les industriels sont partie prenante, hein. Donc on a un grand nombre d'industriels qui viennent, alors ça va c'est dans quelques jours là, donc qui se réunissent avec nous et qui discutent finalement des évolutions du programme, ce qui nous permet de faire évoluer et de faire intervenir certains industriels ciblés qui vont permettre de quelque part orienter vers le besoin industriel. C'est un master spécialisé, donc l'idée est quand même d'avoir une solution très souple, très agile, qui permette de répondre aux besoins justement. Et puis, on voit également évoluer un petit peu aussi le besoin industriel par rapport, par exemple, on voit, et ça va rejoindre peut-être un peu ce que va dire Monsieur Lambert de l'ENSM, on voit par exemple de plus en plus de nos étudiants qui sont par exemple d'anciens navigants. Ils ont navigué par exemple en marine marchande, ça peut être des navigants étrangers ou des navigants français, et puis ils vont avoir une seconde partie de carrière vers les EMR. Donc, et en fait, l'industrie apprécie ce type de profil parce qu'évidemment, il y a le côté opérationnel on en a parlé tout à l'heure avec les opérations, mais sur les champs, qui fait que ces marins, mais finalement, vont se placer relativement facilement et correspondre à un besoin pour la gestion et les installations sur les champs.
Très clair. Ça nous fait une parfaite transition pour passer cette fois-ci du côté de la formation maritime et de l'emploi maritime. Je pense que vous avez remarqué la fresque au sud de notre tête qui nous met dans cette ambiance depuis ce matin, même si les conditions de travail ont un petit peu changé. François Lambert, en termes justement de développement des ressources et talents maritimes, je pense que vous êtes au cœur du sujet. En tant que directeur national en tant que directeur de l'École nationale supérieure du maritime, le NSM, on aura bien sûr besoin d'une partie au moins des talents que vous formez pour pouvoir construire et exploiter les parcs éoliens en mer, mais aussi d'autres énergies marines. Est-ce que vous pouvez nous rebrosser un petit peu le panorama de ce que propose le NSM dans le cadre de formation initiale ou continue, justement pour mobiliser l'emploi maritime au service de ces filières? Merci Anne et bonjour à tous. En gros, vous me demandez de vous dire ce qu'on a fait, ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on va faire. Exactement. Alors ce qu'on a fait, c'est la marine marchande. C'est-à-dire que c'est l'école de la marine marchande. Elle est connue comme étant une des premières écoles en France. Après le Collège de France, elle remonte à 1571. C'était l'école d'hydrographie et qui a eu sa place à Marseille. Et puis progressivement sur l'ensemble du littoral français, on a eu des écoles qui sont devenues soit des écoles nationales de la marine marchande, soit des lycées maritimes. Et puis en 2010, il y a eu ce grand rêve d'une académie maritime qui est née avec le Grenelle de la mer. Est-ce que c'était la première fois qu'on parlait de cette académie maritime? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était la tendance du moment d'arriver à regrouper l'ensemble des formations maritimes dans une seule et même école. Et c'est comme ça que dans une activité parfaitement cyclique, puisque en 2010, la marine marchande, pour ceux qui la connaissent, n'est-ce pas Jean-Philippe, n'était pas dans le même état qu'aujourd'hui. C'est une activité qui rend humble, avec une planification industrielle qui est somme toute un peu différente de l'euphorie que vit aujourd'hui le secteur des énergies marines ou de ce qu'on peut connaître dans le domaine de la construction navale quand on a une loi de programmation militaire par exemple. Toujours est-il que cette école cherchait un second souffle et que la fusion des écoles nationales de la marine marchande a amené en 2010 à la création de cette école nationale supérieure maritime qui devait aller vers de nouvelles formations. Et ces nouvelles formations ont notamment amené à la création d'un master dans le domaine de l'ingénierie en génie maritime et dans lequel on a deux options. Il se déroule à Nantes. Il y a deux options, une option éco-gestion du navire et une option déploiement maintenance offshore. Alors sans parler à la place des chantiers de l'Atlantique, mais on a des très bons retours sur nos élèves qui sortent de cette formation. Ils sont, Mathias, ingénieurs, et on a vocation à aller un peu plus loin, à aller vers d'autres types de formations pour toucher d'autres types de publics. Je regrette simplement que nos élèves ne participent pas un peu plus à cette grande ambition pour les énergies marines et qu'on ait simplement 5 élèves aujourd'hui dans la promotion qui fait à peu près 30 élèves de choix pour ce déploiement et maintenance offshore. Donc ça, c'est ce qu'on a fait, ce qu'on fait aujourd'hui, et il y a ce qu'on veut faire. Donc ça rejoint effectivement ce que disait le professeur Charpentier à l'instant. On a un conseil d'administration demain, dans lequel j'espère que le conseil sera magnanime avec moi, n'est-ce pas Jean-Philippe? On est en train de travailler à la mise en place d'un contrat d'objectifs et de performance qui rejoint l'ambition que je décrivais de 2010 pour diversifier l'activité de cette école. Alors ça ne veut pas dire aspirer l'ensemble des masters existants ou faire en sorte que l'école, forte de son expérience de près de 5 siècles, dise que c'est elle qui va tout concentrer. J'entendais parler d'une école qui centralise tout. C'est pas du tout cette vocation. D'ailleurs, notre école, je ne l'ai pas précisé, mais elle a commencé à Marseille. Elle s'est étalée sur tout le territoire national. Aujourd'hui, nous avons 4 sites. Marseille, Le Havre, qui est son siège, Nantes et Saint-Malo. Et depuis ces 4 sites, on aspire à rayonner au mieux sur 2 activités je dirais historiques, marine marchande et éco-gestion du navire, déploiement maintenance offshore. Mais on voudrait aller vers d'autres types d'activités, donc dans un contrat d'objectifs et de performance que le ministre souhaite ambitieux, qui devra être signé au moment des assises de l'économie de la mer en fin d'année dans votre beau département. Et là-dedans, on pourra
trouver d'autres logiques. Je pense à la planification spatiale, je pense au crewing, je pense également à l'industrie logistique et portuaire. Je pense également au fluvial, je pense à l'administration de la mer. Autant de logiques qui aujourd'hui n'ont pas été suffisamment explorées et dans lesquelles doivent plus et mieux trouver leur place les énergies marines renouvelables. Merci François. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour attirer plus d'étudiants dans ces promotions sur le sujet de l'offshore? Est-ce que c'est des partenariats à créer avec les industries? Est-ce que c'est mieux faire connaître le sujet? On est aussi humble en reconnaissant que c'est une activité nouvelle, qu'elle est peut-être naturellement attractive, mais que c'est sûrement pas le cas non plus. Il y a sûrement des choses à créer. Donc comment est-ce qu'on pourrait faire? C'est sûr que tu as un certain nombre d'idées sur le sujet. Alors, je dirais qu'il y a deux niveaux. Le premier, c'est une attractivité qui sort du corporate. Le film que vous avez montré est très bien, mais est destiné à un public qui, à mon avis, est déjà convaincu et donne des chiffres précis, des témoignages. Nous, on fait feu de tout bois. C'est-à-dire qu'on passe par des influenceurs, par une communication sur différents types de réseaux. On est en train de travailler là, en perspective de la Transat Jacques Vabre sur d'autres types de liaisons avec le milieu du gaming, parce que moi, je me demande, je ne vais pas reprendre dans la phrase d'un chanteur célèbre, mais moi je me demande où sont les jeunes. J'ai du mal à les trouver, j'ai du mal à renforcer l'attractivité. Non mais ne riez pas. J'ai du mal à développer d'autres moyens que tous ceux qu'on développe. Et on a, grâce à Parcoursup, augmenté le nombre de candidats dans ces parcours. Il n'empêche qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour continuer à les convaincre. Après, il y a le deuxième aspect qui est en lien avec les acteurs économiques. Et donc, on a un bon travail qui s'est engagé avec les armateurs de France. Et j'aimerais pouvoir entamer le même type de travail avec les fédérations professionnelles. Vous le disiez, à l'échelle européenne, on a commencé à développer ce type de réflexe aussi avec quelques acteurs de l'éolien. Donc je suis fermé évidemment à rien sur des partenariats qu'on pourrait développer pour montrer à nos jeunes qui sont peut-être un petit peu comme Saint-Thomas. En plus, ils sont à Nantes, donc ils ne sont pas très très loin. Et on pourrait faire qu'ils soient parmi les 1800 personnes qui sont allées visiter le site. Je serais très client de ça. Et une fois qu'on l'aura montré, je pense qu'ils seront, comme beaucoup de personnes, conquis. Merci. Deuxième proposition, bien notée. Je propose qu'on passe donc côté armateur de France, justement pour la partie recrutement et ce qu'il en est de la mobilisation des entreprises et services maritimes dans les énergies marines renouvelables en France. Est-ce que le micro fonctionne, Jean-Philippe? Oui. Impeccable, super. Donc Jean-Philippe Casanova, vous êtes le délégué général d'Armateurs de France. On l'a peut-être vu, en tout cas moi je l'ai noté dans les chiffres de l'Observatoire qui ont été présentés tout à l'heure. Les entreprises qui viennent du secteur des travaux maritimes et portuaires, c'est 7%. Les entreprises du transport et de la logistique, c'est 6%. Donc, même si pour faire plaisir à Frédéric de Montcagny, on a dit qu'il y avait la moitié des entreprises des EMR qui venaient du côté de l'économie bleue, sur la partie plus petite du transport et des services, on est plutôt à 10-13%. Donc, on a 20 000 emplois à mobiliser d'ici 2035. On manque aujourd'hui cruellement de marins. Ça a aussi été fait état dans le rapport. Comment est-ce qu'on fait pour mobiliser plus de services et de travaux maritimes nationaux, de marins français, les former, attirer tout ça, parce que c'est un grand cercle vicieux qu'il faut peut-être transformer en cercle vertueux de l'emploi français pour des moyens nautiques français, pour des parcs français ou au moins européens. Donc on a signé ensemble entre le CERF et Armateurs de France une charte pour parler de tous ces sujets, mais je vous laisse donner votre vision et un petit peu les propositions et conseils que vous pourriez partager. Merci beaucoup, Anne. Bon, déjà, merci de nous avoir invités à participer aujourd'hui et merci aux participants qui sont encore là dans ces bancs clairsemés. Bon, en tout cas, c'est très compliqué de passer après François. C'est toujours compliqué de passer après François, mais s'il fallait trouver quelqu'un dans la salle qui soit encore favorable à Parcoursup, nous l'avons à côté de nous. Merci François. Donc, plus sérieusement, donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour développer l'emploi maritime français en la matière? Bon, déjà, je crois que c'est un peu ce que l'on fait, ne serait-ce qu'aujourd'hui, en faisant participer à cette journée de débat. C'est aussi ce que nous avons fait l'année dernière en signant justement cette charte avec la FE, le CERF
et Armateurs de France. Je vois Mathieu Monnier dans la salle, je vois M. Nissen bien sûr, et vous-même. Et nous avons rêvé toute l'année à cette signature. Et c'est justement les grands objectifs de cette charte. C'était bien de soutenir la filière française des services maritimes. C'était la volonté de répondre à un besoin, c'était en termes d'identification, de manque, en termes de moyens nautiques et en termes de compétences, de savoir-faire. C'est également le but, c'était également de développer les filières de formation. Donc pour ça, évidemment, on doit travailler tous ensemble. On a besoin, les armateurs sont prêts à s'engager et veulent s'engager, mais ils ont besoin de stabilité pour pouvoir engager des moyens. Il y a un certain nombre d'armateurs qui ont été cités. J'ai noté le groupe Dreyfus qui a été cité à plusieurs reprises. J'ai noté le groupe Bourbon. C'est effectivement des acteurs majeurs d'Armateurs de France. Mais Armateurs de France, c'est 80 adhérents pour 1200 navires environ opérés dans le monde. Mais sur les adhérents, en fait, il faut bien voir qu'il y a 80% de PME. Il n'y a pas que des grands groupes tels que ceux que je viens de citer. J'ai vu également sur le film des navires de TSM qui étaient là. Donc c'est une PME, Thomas Service Maritime, qui est également notre adhérent et qui justement a la volonté de se développer dans l'éolien. Donc on continue avec vous, et effectivement tout ça. Donc ensuite, au niveau d'Armateurs de France, on a également travaillé en interne, justement pour adresser les questions fiscales, les questions sociales, les questions techniques. On a monté des groupes de travail en interne avec nos adhérents qui étaient intéressés par les énergies, par les énergies marines renouvelables. On a une grosse dizaine d'adhérents qui sont intéressés. On travaille à fournir une cartographie des moyens nautiques pour pouvoir rendre ce service. Et après, au niveau de l'emploi et au niveau de la formation, il faut évidemment que tous les acteurs se mettent en ordre de marche. Ils le sont, François le citait, mais même si je le taquine sur Parcoursup, François le fait très bien au niveau de l'ENSM en développement le maximum de formation. Et après, il faut, comme il a dit, où sont les jeunes, il faut aller effectivement les chercher. Mais il y a l'ENSM sur les formations initiales et sur les formations continues. Mais il n'y a pas que l'ENSM, il y a le réseau des lycées maritimes aussi qui peuvent apporter leur pierre. Il y a le centre de formation de Concarneau qui peut également apporter sa pierre sur les formations continues. C'est un petit peu de pub pour le centre de formation, je suis président du conseil d'administration. Donc voilà, tous ensemble, on doit continuer à travailler pour développer l'éolien dans notre pays et apporter de la valeur et apporter de l'emploi français. Très bien. Je pense qu'en termes d'initiative, on peut aussi citer le CINAV qui a été mis en place au niveau du CSF, le comité stratégique de la filière des industriels de la mer, qui vise aussi à faire connaître le sujet des énergies marines, mais plus largement de tout l'emploi dans l'industrie maritime, bien plus largement et à tous les niveaux et dans toute sa diversité. Je pense qu'on peut peut-être venir sur le cœur du sujet. Comment est-ce qu'on fait pour attirer les jeunes, mais aussi les moins jeunes, les personnes en reconversion? Comment est-ce qu'on fait? Alors, on l'a vu dans la vidéo, c'est une question... On trouve facilement du sens à travailler dans les énergies renouvelables, en tout cas peut-être pour un public qui est déjà sensibilisé à cette question. Au-delà, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est des questions plus matérielles? On peut par exemple penser au fait qu'un certain nombre d'activités industrielles se situent dans des zones littorales avec un contexte pour le logement qui est tendu, pour permettre aux différents salariés de se loger. Quels sont vos avis pour essayer un petit peu de travailler à cette attractivité? On s'inscrit dans le temps long, donc on ne résolvera peut-être pas cette question cet après-midi, mais on est preneur de vos recommandations. Monsieur le député, je ne sais pas si vous avez un avis sur la question notamment du logement. Je sais que vous avez aussi une contrainte horaire, donc si vous voulez commencer. Merci. Bon, évidemment, ce que j'ai un peu dit tout à l'heure, la première manière, c'est de donner envie, c'est d'en parler, parce que là, on est entre connaisseurs et amateurs des énergies marines renouvelables, mais on est quand même dans un pays où la maritimisation du débat public est assez rare. Je le dis, je crois que pour notre part, on y contribue autant qu'on peut, mais ça reste souvent une question secondaire, y compris quand on parle de bifurcation écologique, on ne parle pas forcément de ces énergies-là. Donc d'abord donner envie, le sens, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça fait quand même maintenant quelques années qu'on a à chaque fin d'année des élèves ingénieurs qui font de grandes déclarations
pour expliquer pourquoi ils veulent que les qualifications qu'ils ont gagnées soient utiles, enfin qu'ils ont obtenues, soient utiles à une autre façon de produire, notamment, et de consommer. Et je pense que c'est une des réponses qui doit être, sur laquelle il faut insister, évidemment. Il y a aussi un enjeu de proximité. Si on veut amener des gens au maritime, il faut que ce soit une évidence. Et pour que ce soit une évidence, par exemple, une des mesures qui pourrait être travaillée, pour ceux qui sont dans des départements littoraux, il n'y a pas un lycée professionnel maritime dans chaque département littoral français, par exemple. Alors bien sûr, toutes les formations des EMR ne se font pas dans des lycées professionnels maritimes, mais c'est aussi un signe que de dire que dans le maritime, d'une manière générale, on a besoin d'emploi, on a des formations à proposer et qu'on peut les proposer à proximité, y compris parce qu'on sait que la question du transport, du logement, du coût des études est importante, notamment dans les milieux les plus populaires qui se destinent souvent vers le lycée professionnel que nous défendons. Et puis, plus largement encore, il y a un nombre considérable d'enfants dans notre pays qui n'ont jamais vu la mer, qui n'ont jamais fait une classe de mer pendant leur scolarité. Et si on veut donner envie de voir la mer, je repars du point de départ, parce que le vivier, il va falloir beaucoup. Je pense que c'est une mesure aussi qu'on gagnerait à développer, parce qu'on donnera envie, on créera des vocations, des gens qui s'intéresseront, et ensuite on augmentera le vivier. Après, tout le monde ne fera pas dans les EMR, évidemment, mais ça élargira. Enfin, d'un point de vue très concret, il y a des formations qui existent, et il faudrait déjà commencer par les soutenir. J'étais la semaine dernière à Cherbourg pour parler hydrolien, avec CMN, HydroQuest me pardonnera. Le professeur de soudure du lycée professionnel de Cherbourg vient de partir. Il vient d'être débauché par Naval Group parce qu'il est payé 500 € de plus. Bon. Et du coup, c'est toute la formation qui se retrouve en baissé. Il y a là clairement quelque chose qui ne tourne pas rond. De la même façon, il y a à Saint-Nazaire une licence professionnelle en maintenance de l'éolien qui a failli fermer et qui n'a pu être conservée qu'en la raccrochant à une autre formation déjà dispensée à l'université de Nantes. C'est là des aberrations qui n'ont pas, enfin, dont il faut clairement tourner la page. Si on veut être bon, il faut déjà commencer par garder ce qui existe, le renforcer, le développer, le faire connaître et donner au maximum l'envie de venir nous rejoindre dans cette grande aventure. Très clair. Jean-Frédéric ? Je confirme ce que dit Monsieur le député. La mer, pour la France, c'est un entre-soi. C'est-à-dire, il y a les gens des littoraux qui connaissent la mer et qui ont la famille qui travaille à la mer. Et puis il y a les gens des terres qui, eux, ont une méconnaissance finalement de la mer et du fait maritime. Et c'est pas du tout évident pour, je sais pas, moi si je vais parler d'une anecdote personnelle, mais mon père était un fils d'ouvrier du Limousin. Il est devenu marin marchand. Il est devenu officier de marine marchande, mais c'est un parcours qui n'est pas du tout évident, je dirais. C'est un parcours, je dirais même, complètement, c'est un point hors, comme on dit en sciences. Et je pense qu'il y a un travail à faire. Et moi, je me rends compte, parce que j'interviens, par exemple, dans des écoles d'ingénieurs. Alors, c'est pas forcément les gens qui connaissent le moins, normalement. Hein. J'interviens dans des écoles d'ingénieurs, je dirais, dans les formations initiales, parce qu'on a besoin, finalement, de gens ayant des formations initiales solides dans le domaine de l'électricité, dans le domaine de la mécanique, dans le domaine des structures, des choses comme ça. Mais en fait, ils ont une méconnaissance, les élèves ingénieurs de 3e année ou de 2e année, auxquels je fais quelques heures de cours sur les EMR, ils ont une méconnaissance fatale, si j'ose dire, du fait maritime et de ce que ça peut représenter en termes de potentiel. Donc il y a ce travail-là à faire auprès des formations initiales, comme vous l'avez dit, monsieur le député, alors pas forcément seulement au niveau ingénieur, je pense que c'est surtout, c'est dès le départ, dès l'enfance, hein, donc d'amener les gens vers le maritime. Et de faire prendre conscience, finalement, d'une part qu'on est la première ZE au monde, ou la deuxième, enfin ça se discute hein, avec les Américains, et puis d'autre part, que la mer c'est les 2 tiers de la surface de la planète, donc c'est le 2 tiers du potentiel de développement d'activité. Et puis aux femmes, c'est la moitié du potentiel humain, donc là aussi il y a du travail à faire. Puisqu'on fait moitié-moitié, donc moitié formation initiale, moitié reconversion. François, je ne sais pas si vous voulez réagir sur ces sujets. Oui, enfin, moi, sur les différents événements qui peuvent amener aussi au choix du maritime, on se rend là tout juste de l'Armada à Rouen.
un bel événement populaire, gratuit, qui peut créer des vocations. Moi, je crois beaucoup, quand on avait mis en place le CINAV, effectivement, il y a quelques années, avec la filière des industriels de la mer, il y avait cette idée-là, qu'on peut arriver à capter l'attention de quelques gamins qui ont 11, 12, 15 ans et qui à un moment seront amenés à faire des choix. Et peut-être que ce déclic, et si on en a 1 sur 100, c'est parfait, ce sera lié à cette visite qu'ils ont eue à bord du CINAV avec des lunettes de réalité virtuelle ils sont vus comme à Cherbourg. Moi j'ai fait le groupe SCMN, mais ils sont vus faire la soudure autour des enjeux de maintenance prédictive. Voilà. Après, il y a un deuxième enjeu, parce que j'ai parlé de formation initiale tout à l'heure, mais je pense qu'il faut aussi parler de formation continue. Il y a un travail qui est important de fidélisation des équipes. Je ne sais pas si, Frédéric, tu as eu l'occasion d'en parler, mais les écoles internes aux entreprises sont quand même aussi importantes et très utiles pour préserver les équipes. Nous, on essaie de fidéliser aussi une partie de la population des marins autour de l'enjeu de la formation continue. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas être plus complémentaire du Centre européen de formation continue maritime, mais actuellement, l'image de l'ENSM étant en train de changer, enfin, en tout cas on l'espère, on travaille sur des outils qui sont assez différenciants. Et je pense notamment à l'outil de simulation, le Global Wind Offshore. Là, on doit signer quelque chose avec Iberdrola dans quelques jours à Synergie, donc je fais un peu de teasing, mais c'est un outil très différenciant, assez unique en Europe, qui met en situation sur des travaux en hauteur. Et donc je pense que sur la formation continue, et vous le disiez tout à l'heure sur les enjeux de reconversion, c'est évidemment très important. Puis, troisième enjeu, mais c'était dans votre question tout à l'heure, je crois que les collectivités ont des efforts à faire en termes de politique d'attractivité pour l'ensemble de nos jeunes. Et je le vois, moi, avec la ville du Havre, sur le fait que notre formation, elle n'est pas adaptée pour un territoire comme celui-là. Et je pèse mes mots. C'est-à-dire que la formation initiale d'officier de la marine marchande, la formation d'officier polyvalent, elle n'est pas conçue pour que les élèves puissent rester au Havre. On les fait venir, partir, revenir. C'est invraisemblable. Il faut arriver à donner une stabilité, une base. Et on a bon nombre des collectivités qui veulent se rapprocher de ceux qui offrent les formations pour favoriser la meilleure adéquation entre cette offre de service, que ce soit une offre de transport, une offre de logement, qu'elle soit tout à fait en ligne avec ses ambitions. Et dernier point, c'est sur le discours que vous évoquiez sur le sens. Moi aussi, en interne, je commence à le voir. J'ai un élève qui nous a attrapés parce qu'on avait fait venir quelqu'un d'une compagnie pétrolière qui est en train de se transformer pour nous dire qu'on faisait du greenwashing. J'ai accepté la critique et sans l'endosser. Et moi, cette génération qui arrive, j'ai tendance à lui dire d'être aussi responsable que son discours le laisse entendre. C'est-à-dire que moi, j'ai aucun problème avec les personnes qui me disent que la génération précédente a pollué, simplement, il y a un haut niveau d'exigence en matière d'ingénierie qui existe dans cette école. On invente le transport maritime de demain. De l'ENSM sont sortis certains aujourd'hui capitaines d'armement, directeurs de flotte parmi les plus grandes compagnies françaises. Et je suis persuadé qu'on peut arriver à continuer à transmettre ce savoir-là, en s'entourant évidemment des entreprises elles-mêmes, mais charge aussi à cette génération d'être aussi responsable que son discours le laisse entendre. Et c'est ce qu'on veut faire, nous, en réduisant aussi la durée du parcours d'officier de la marine marchande. Les officiers polyvalents, à compter de la rentrée 2024, ne feront plus 5 ans et demi de formation, mais 5 ans, tout en ayant le même type de formation, mais pour le savoir mieux. Et je crois que l'inflation des études n'est pas complètement aidante sur la stabilisation des parcours. Merci François. Il me semble que Jean-Philippe, vous vouliez réagir également. Oui, moi je voulais réagir également. Il y a plusieurs choses qui ont été dites. Bon, d'abord sur le fait de faire connaître le fait maritime à nos jeunes. Et effectivement, ça doit partir dès le plus jeune âge. Et le travail qui
qui est fait notamment par le cluster et autres depuis de nombreuses années, finira bien un jour par porter ses fruits. Après, moi, ça me fait toujours sourire quand on me parle des 11,5 millions de kilomètres carrés. Et je reprends souvent, j'aime bien une phrase qu'Arnaud Leroy avait dit en son terme, c'est plus de l'impuissance maritime qu'autre chose. En fait, on a 11,5 millions de kilomètres carrés, mais encore faudrait-il les utiliser. Ensuite, le travail qui est fait par le NSM, il est remarquable, hein, même si je suis critique. Le doublement des élèves qui est dans le cadre, dans le droit fil des discussions sur le fonctionnement va aboutir dans quelques années et on aura plus d'élèves qui sortiront de cette école et qui seront formés. Après, on doit aller explorer toutes les voies. Hein. On doit explorer toutes les voies possibles. On doit mettre l'accent sur la promotion sociale, justement pour permettre une promotion à nos personnels d'exécution, les faire devenir vers du personnel officier. Donc là, actuellement, on travaille à la signature d'un accord avec 4 parties, avec les syndicats, avec le gouvernement et l'OPCO Mobilité, justement pour développer les formations et développer faciliter encore les VAE et pour pouvoir garder des gens dans le maritime. De même pour que il faut pour que nos armateurs français puissent être compétitifs sur les champs éoliennes français et autres. Et pour ça, il y a un travail que l'on fait, il y a un travail qui est en cours pour lutter contre toute forme de dumping social dans nos eaux. Donc il faut absolument continuer dans cette voie et on continuera évidemment à faire ce travail-là. C'est quand même une activité qui est aussi un peu atypique ou en tout cas nouvelle dans les eaux, avec plutôt qu'un travail avec des navires au long cours, avec par exemple toute l'activité de maintenance qui va mobiliser un grand nombre d'emplois et qui sont les emplois les plus pérennes sur des endroits très précis du territoire autour des bases de maintenance, avec des salariés qui sont mobilisés, on l'a vu dans la vidéo, la journée et qui rentrent globalement tous les soirs à la maison. Est-ce que le cadre réglementaire qui, bien sûr, sur le maritime ou sur le droit social n'a pas été pensé pour les énergies marines renouvelables, et quelque part c'est bien normal, est-ce qu'il doit être adapté aujourd'hui pour justement prendre la mesure de cette évolution et offrir les meilleures conditions aussi sociales aux travailleurs? Moi, je veux bien commencer à répondre si vous voulez. Oui, bien sûr. Donc, d'abord, la marine marchande, le shipping, comme on dit en bon français, c'est d'une part les transports et les services maritimes. Donc la réglementation, elle est pas inadaptée. Elle n'est pas inadaptée aux champs éoliens. Et on a vu sur la loi sur les énergies renouvelables, il y a une grande partie qui était destinée à l'éolien. Donc la réglementation est là et contribue à nous aider à cette stabilité. Après d'une manière générale et au-delà des lois sociales, ce dont ont besoin les armateurs, c'est de la stabilité. Ce dont ont besoin les armateurs, c'est qu'il n'y ait pas une sur-réglementation française par rapport à des directives européennes ou autres. Je pense notamment, en ce moment, il y a des débats qui sont là sur la division des constructions des types de navires que vous avez vu ici, sur la division 215. Donc on voit que ça patine un petit peu, ça traîne un petit peu, et on a besoin que ça soit de la stabilité et qu'il n'y ait pas de surréglementation. Est-ce qu'il y a d'autres réactions à ce sujet? Sinon, oui, Pierre-Jean, où sont les jeunes donc pour ces différents métiers? Bonne question, oui. Mais bon, ouais, je vais faire assez bref. Hein. C'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, sur la Commission européenne, c'est vrai qu'on est perçu comme quelque chose avec une volonté très réglementaire et on veut tout réglementer. Si je schématise très simplement. Mais on est aussi à l'écoute, comme je le disais. On l'a fait notamment en fait, sur la directive RED 3, donc sur toutes les questions justement sur les énergies renouvelables en général. On a inclus notamment tous les enjeux en fait, de transition juste. Parce qu'une transition écologique réussie, c'est une transition qui prend en compte les enjeux sociaux et qui justement fait en sorte qu'il n'y ait personne qui soit laissé sur le bord de la route. Et là, ça s'applique à mon sens tout particulièrement ici, sur tous les enjeux qui sont spécifiques, que ce soit la marine marchande, ou bien sur d'autres thématiques liées aux emplois maritimes. Eh bien, donc il y a ces possibilités-là d'avoir une transition juste et en tout cas de tout faire pour et d'avoir justement ce cadre réglementaire
qui puisse aller dans cette direction et qui soit en fait constitué, écrit, produit de manière conjointe avec les acteurs du secteur et via un travail d'écoute. Parce que là, si on ne fait pas ce travail d'écoute, ça va se payer dans plusieurs années. Peu importe le secteur, peu importe les acteurs. Et donc, c'est vraiment encore une redite de mon message de tout à l'heure. Voilà, les jeunes peuvent s'impliquer aussi. Parfois, ils ne sont pas au courant. C'est comme pour les fonds européens. On a énormément de fonds européens qui sont disponibles et beaucoup sont en sous-demande. C'est vrai qu'on pense notamment aux fonds régionaux, par exemple, aussi, mais il y a des fonds thématiques, notamment sur le maritime. On a ouvert un fonds sur l'adaptation au changement climatique pour les océans et les mers. Un peu plus de 80 millions d'euros sur toute l'Europe. Pour le moment, on est en sous-demande sur les dossiers. Et voilà, c'est aussi un appel à candidature. Si vous avez des projets, vous pouvez les soumettre. Et ça s'adresse tant justement à des jeunes qui veulent en fait propulser un projet qu'ils peuvent avoir au début de leur carrière professionnelle, mais aussi à des entreprises plus établies qui ont envie justement de décarboner leurs actions, qui ont envie de faire fructifier justement ce travail de transition tant que faire se peut, et notamment aussi via d'autres financements internationaux, par exemple Interreg Med qui est très actif en Méditerranée, mais il y a pas mal d'autres projets qui sont disponibles. Et il y a toujours des nouveaux fonds européens, ou en tout cas il y a toujours des nouveaux appels à projets. Donc, encore faut-il savoir justement les faire ces demandes de subventions, si on est bien d'accord. Mais justement, c'est aussi ça le rôle des centres Europe Direct. Je veux vraiment juste rappeler ça, après je cède encore la parole. Mais les centres Europe Direct sont aussi là pour assister dans les démarches, justement. Ils sont là pour aider à constituer les dossiers. Et donc, voilà, ça vous fait un contact de plus auprès des institutions européennes, mais en tout cas, il faut vraiment être proactif sur ces choses-là. Je pense qu'on est toutes et tous d'accord. Message bien passé. François ? Oui, sur ce point-là, je crois me souvenir que dans le contrat de filière, il y a d'ailleurs un objectif que les énergies marines, navales, le secteur gazier pétrolier et l'industrie nautique, ne jamais l'oublier, se sont mis d'accord pour aller capter plus de fonds européens que c'était le cas. Sur la partie réglementaire, je pense que je parlais tout à l'heure d'industrie cyclique pour ce qui est de la marine marchande. Moi, j'ai tendance à être extrêmement optimiste et à le dire aux jeunes de l'école. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on forme 1142 personnes qui sont rentrées en 2022. L'an prochain, ce sera 1250. On va continuer à monter jusqu'à 1850 personnes à l'horizon 2027-2028. Pour répondre à l'ambition du président de la République que tu citais, qui est de doubler le nombre d'officiers sortis de l'école nationale supérieure maritime entre 2021 et 2027. Bon, c'est un objectif qu'on doit pouvoir atteindre sans trop de difficultés parce que des moyens sont arrivés, mais qui ne va pas sans rassurer nos jeunes qui sont en train d'être formés sur à la fois le sens dont on évoquait tout à l'heure la pertinence autour de la transition énergétique, de nouveaux carburants, nouveaux types de navires, mais aussi sur la dimension sociale. La dimension sociale pour aménager le temps de travail en comparaison de ce qui pouvait être fait auparavant. Enfin, le capitaine du navire ressemble moins à la personne que j'ai en face de moi avec qui est en train de chasser un... Non, j'ai pas le droit de le dire, parce qu'on ne peut pas le faire. Donc, qui est à bord d'une barque, il ressemble moins à cette personne-là qu'à quelqu'un qui peut effectivement faire des allers-retours et être chez lui le soir, comme c'est présenté dans le film que vous avez présenté tout à l'heure. Et ça, il faut le leur dire. C'est-à-dire que c'est à la fois un avantage pour un jeune quand il se lance dans une carrière d'officier à la marine marchande, de se dire qu'il va pouvoir partir 6 mois de l'année à l'autre bout du monde et dans une carrière extrêmement originale, faire des traversées transatlantiques. Oui, c'est vrai, ça existe toujours, mais dans les métiers de la marine marchande, il y aura aussi l'entretien, la maintenance, la pose d'énergie marine. Et ça, c'est très différenciant aussi pour la suite, pour attirer vers ce métier. Et donc, ça suppose un cadre social qui soit plus abouti. Quand on voit ce qui s'est passé dans le domaine portuaire avec le dragage,
il est clair que beaucoup de métiers ont été perdus. On en avait discuté au moment du bilan de la réforme portuaire. Beaucoup de métiers ont été perdus et il ne faudrait pas que ça nous pèse sous le nez. Donc moi j'essaie de rassurer les jeunes qu'on a au sein de l'ENSM, que ce soit ceux qui ont pris l'option d'ingénieur en génie maritime et donc non navigants, mais aussi les futurs navigants, que ce secteur-là les aidera sans doute à trouver aussi un avenir. Merci pour ça. Mathias Tavel. Très, très brièvement, deux choses. La première, dans les chiffres de l'Observatoire des énergies de la mer, je vois 15 emplois sur les EMR outre-mer. Clairement, ça ne va pas. C'est toute une stratégie qui est à construire pour tous ensemble, parce que c'est des territoires où clairement il y a un potentiel qui existe, il y a un besoin de décarbonation et d'autonomie énergétique qui est gigantesque. Et si nous-mêmes, Français, on ne le fait pas, d'autres le feront à notre place et viendront proposer des solutions à nos propres territoires qui ne seront pas celles qu'on aura pu développer. Le deuxième, enfin, pour rebondir sur ce qui a été dit, et pour reprendre la conclusion de la table ronde précédente, on ne fera pas 20 000 emplois en France au prix chinois. Et donc la question de protection, moi je dis protectionniste, je n'ai pas peur du mot, mais peu importe le mot, au moins la chose. Si on fait un parc au large de la Vendée sans prendre Rolex, ça ne va pas. Et si on va vers des parcs où le critère écrasant, c'est le prix, dans les appels d'offres, eh bien on finira par faire ailleurs et pas par faire en France. Et on a l'exemple de ce qui a été fait dans le photovoltaïque. Là, on a une filière qui est en dynamique, faisons en sorte de l'aider à se développer, à grandir et aussi de la protéger contre une forme de concurrence déloyale, d'où qu'elle vienne d'ailleurs, parce qu'elle ne vient pas seulement de Chine, elle vient aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je pense que ce message d'ambition de contenu local européen à l'échelle européenne mettra tout le monde d'accord dans la salle. C'est une vraie ambition et créer des emplois, c'est pour produire nos machines. Et il y a une vraie fierté, vous le disiez en introduction, à avoir ce côté local à la fois dans les personnes qui sont capables de créer et d'exploiter ces parcs que de la même manière que d'utiliser le vent ou la ressource à proximité du lieu des personnes qui les consomment. Je ne voudrais pas qu'on termine cette table ronde sans parler des femmes quand même. On suit les chiffres depuis, et la table ronde le démontre. On suit les chiffres de la filière depuis 2016 et le taux de féminisation de la filière n'a fait que baisser. Alors c'est la mauvaise nouvelle d'une bonne nouvelle qui est du fait que le nombre d'emplois augmente, le nombre d'emplois industriels également augmente. C'est quelque chose qui est mathématique et pas une fatalité. On intègre de plus en plus d'emplois industriels et ouvriers dans la filière où la part de féminisation est assez faible. Comment est-ce qu'on fait? Et j'aimerais bien votre avis à chacun d'entre vous pour attirer, intégrer plus de femmes dans le secteur. Je pense que c'était aussi un des objectifs du contrat de filière des industriels de la mer. C'est pas quelque chose qu'on a repris dans le pacte, mais je pense que certaines personnes et ministres seront bien à l'aise de les porter. Donc on prend également vos idées pour y travailler dans la durée. Je pense qu'il faut normaliser ces métiers. C'est comme la marine marchande. Enfin, la première femme à être entrée à l'école de la marine marchande, elle avait un prénom qui était un prénom mixte. Elle s'appelait Alix. Et du coup, on n'a pas pu l'empêcher de rentrer. Elle a ouvert la voie, tout simplement. Et c'est vrai, c'est une histoire vraie. Alix Doja, et c'était dans les années 70. Et depuis, on a des femmes à la marine marchande, et peut-être que personne n'y était complètement préparé au départ, mais il a fallu s'y faire. Et les femmes font d'excellentes navigantes, et l'enjeu, c'est de pouvoir les maintenir grâce à un régime de protection sociale qui leur permette aussi d'avoir la vie qu'elles souhaitent avoir. On n'est pas obligé de vouloir des enfants quand on est une femme, mais certaines le souhaitent et souhaiteraient repartir naviguer, et le régime de protection sociale doit se mettre au diapason là-dessus. On a fait récemment sortir un film sur le sujet et je vous invite à le regarder. Nous, on n'est pas trop concernés par ce problème sur ce qui concerne les EMR, parce que dans la partie ingénieur en génie maritime, c'est là qu'on a le plus de femmes. On a 30% de femmes, ce qui est pas suffisant de fait, mais en comparaison des 8% de mécaniciens dans la filière mécanicien à Saint-Malo, c'est clair que c'est plus important. Donc moi, je suis assez favorable à ce qu'on le normalise au maximum. Et à ce qu'on puisse continuer à faire la promotion. On parlait tout à l'heure donc des ailes de l'industrie, il y a les ailes de l'océan également. Il y a plein d'événements qui nous permettent de mettre en valeur des carrières féminines, des belles carrières féminines et des opportunités d'emploi.
Clairement, quand on voit effectivement cette table ronde, je me mets dedans. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. On fait tous comme on peut. On a des effets de structure très lourds, pas seulement dans les EMR, dans le milieu du maritime d'une manière générale. Mais comme l'a dit François très justement, il y a des parcours qu'il faut valoriser. Il y a des exemples très concrets. Moi encore, il y a quelques jours à Saint-Nazaire, dans une association d'insertion, j'ai croisé une jeune femme qui avait peut-être à peine 20 ans qui me dit « je veux faire de la soudure ». Mais c'était une découverte presque par hasard, alors qu'elle habite à quelques centaines de mètres de grandes entreprises qui cherchent désespérément des soudeurs et des soudeuses et qui seraient sans doute prêtes, y compris à contribuer à leur formation. Donc c'est parfois justement très près de nous et on ne le voit pas non plus. Donc là, ça rejoint ce qu'on a pu dire au début sur les campagnes de communication. Il y en a une là que je viens de voir récemment pour l'éducation nationale, pour attirer des professeurs. Eh bien, peut-être aussi que cette question-là, elle doit être posée dans le maritime d'une manière générale, dans les EMR en particulier, mais il y a de la communication à faire, et puis quand il y a des femmes qui viennent dans ces entreprises et dans ces secteurs, les soutenir, les encourager, les valoriser, les faire progresser. Il n'y a pas d'autre manière de faire pour corriger ce qui est une inégalité qui n'est pas naturelle. Merci. D'autres réactions? Un mot de la fin. Juste une très rapide, justement, sur le modèle de ce qu'a dit monsieur le député. C'est vrai que c'est intéressant de voir justement des campagnes de communication qui vont réussir à promouvoir de manière efficace en fait, l'entrée sur un secteur qui paraît parfois distant, alors que parfois très proche, justement. Et oui, je pense qu'au niveau européen, parce que c'est un petit peu l'échelle à laquelle je raisonne, on va dire, pour une raison que vous connaissez donc. Il y a des choses qui ont été quand même assez bien faites dans certains pays au niveau méditerranéen sur des campagnes de recrutement avec cet impératif en fait d'ouverture des métiers et de sensibilisation justement à ces nouveaux enjeux justement sur les métiers, sur des choses qui sont qui paraissent très distantes. On pense des métiers comme des métiers de soudeur, justement, ça paraît distant pour beaucoup de monde, surtout. Je sais qu'on a parlé des jeunes, mais je vais vous dire mon âge. Je sais que là, justement, si la salle était animée, il y aurait un blanc, mais c'est parce que j'ai 20 ans. Voilà. Quand je parle à des amis qui sont impliqués sur des filières professionnelles ou des filières techniques, elles n'ont pas forcément entendu parler, justement, de ces industries sur les EMR, voire même parfois, en général, des opportunités qui existent sur le maritime, partout en Europe. Et donc c'est ça, l'enjeu communicationnel, à mon sens, est vraiment extrêmement important. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Merci Pierre-Jean. Jean-Philippe, un dernier mot peut-être. Ouais, sur la question de la féminisation, là, mais moi je rejoins complètement ce qu'a dit François sur la normalisation et sur la partie sociale notamment. Mais également, il y a des choses à faire savoir. On parle souvent des différences de salaire entre les femmes et les hommes à terre pour emploi égal. Justement, dans la marine marchande, que ce soit dans les transports ou les services, il y a des grilles de salaire qui sont exactement les mêmes entre un homme et une femme. Et une femme commandant ne touchera pas moins qu'un homme commandant. Voilà, il y a quand même des choses à faire savoir également. Et je dirais que c'est bien normal, mais c'est bien. Non, mais c'est plus que normal, évidemment. Voilà. Un sujet qui n'a pas été abordé, mais qui n'a rien à voir avec les femmes, ça touche les hommes également, les validations d'acquis d'expérience. Je plaide pour qu'on ouvre un peu les chakras sur le sujet, parce qu'il y a de la place dans la complémentarité entre les marines, et qu'on fasse, on parlait tout à l'heure d'innovation réglementaire. Je pense qu'il est grand temps de pouvoir se poser résolument la question d'une gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences au prisme de cette question-là. On a une offre aujourd'hui d'emploi qui est très largement excédentaire dans le secteur. C'est vrai dans beaucoup de secteurs du domaine maritime. Et je crois qu'il faut arriver à faire de la formation professionnelle et des validations d'acquis d'expérience un mantra pour faire en sorte qu'on puisse résoudre cette équation complexe. Si l'Europe peut aider, c'est formidable.
même si les conventions sont plutôt organisations maritimes internationales qu'européennes, mais je pense que c'est absolument indispensable. Ça passera sans doute par du conventionnel, et ça suppose de s'entendre sur des chiffres. On a commencé à le faire avec les armateurs de France. Il y a un besoin qui est exprimé pour obtenir un certain nombre d'officiers à bord d'un certain nombre de navires, mais on ne pourra pas résoudre cette équation sans passer aussi par des validations d'acquis d'expérience, et qui supposent derrière des formations adaptées. Oui, tout à fait. Pour conclure sur les chiffres, je pense que ça passera en effet par des chiffres sur le nombre de personnes à mobiliser, mais aussi une garantie sur la planification. On y revient. Si on se pose la question maintenant, et quelque part que maintenant, presque en panique, c'est aussi parce que le secteur a décollé assez rapidement sans qu'on ait forcément pu prévoir. On a aussi passé 10 ans à dire qu'il allait y avoir beaucoup d'emplois et finalement à faire patienter des personnes qui avaient presque été formées. Donc la visibilité, elle est importante. La visibilité à l'échelle géographique aussi, bien sûr. L'Europe, c'est 300 gigawatts en 2050 si tout va bien, mais ce n'est pas le même taux d'emploi en Europe si on arrive à sécuriser nos frontières à l'échelle européenne vis-à-vis d'une concurrence internationale que si dans 3 ans, notre industrie a perdu toute sa structuration. Et ça, c'est un enjeu important, donc l'un va passer en l'autre. Je conclurai en retenant peut-être 2 choses. Le besoin de nous structurer, nous en tant que filière, sur ces enjeux d'emploi, et de le faire avec votre aide, que ce soit à l'échelle du Parlement français, à l'échelle européenne, avec les autres filières qui ont plus d'expérience et peut-être aussi des enjeux de transition bien marqués. Et puis, deuxième sujet, c'est vous tous qui êtes encore ici dans la salle. Merci d'être restés, premièrement. Et deuxièmement, vous êtes aussi les ambassadeurs de ce secteur. On nous a dit plusieurs fois qu'on était un secteur confidentiel qui parle entre soi. C'est aussi à tout à chacun, avec ce côté très humain de l'emploi, du choix, de l'orientation, de ce qu'on veut faire de ces journées, d'en parler et de faire naître des vocations ou de faire connaître le secteur. Donc, messieurs, je vous remercie pour vos regards très complémentaires.